que ce soit bien sûr aux Nations Unies, à l'UNESCO, sur le terrain, les initiatives du plaidoyer revêtent une importance fondamentale pour influer tout changement, que ce soit de nature politique, sociale, législative, économique. Donc ces experts dans les plaidoyers, dans le domaine éducatif qui m'entourent vont toucher ces différents aspects de leur travail liés au plaidoyer, à l'UNESCO, aux Nations Unies, avec des populations faibles, vulnérables comme les migrants et les réfugiés, et aussi bien sûr qu'est-ce que ça veut dire les droits à l'éducation et l'éducation aux droits. Nous avons aussi le plaisir que cette table ronde sera retransmise par KTO, qui est donc la chaîne catholique ici en France, dans une émission au mois de septembre. Donc nous nous réjouissons de cette opportunité. Et je vais tout de suite passer la parole à la professeure Stefania Gandolfi de l'Université de Bergamo, de la chaire donc, UNESCO et présidente aussi de l'association Vittorino Chizzolini, membre de notre réseau. Merci. Okay. Merci beaucoup Alessandra, merci beaucoup Obissé, merci beaucoup à tout le monde d'avoir organisé ce congrès sur un thème très important à mon avis et toujours plus important qui nous concerne tous et qui nous oblige tous à travailler et à lutter chaque jour. Parce que l'éducation est un droit de l'homme, n'est pas un besoin, je dis, mais c'est un droit. Donc, chaque personne a droit à l'éducation et en tant que droit, il représente une des priorités de toutes les sociétés et de la communauté internationale entière. Mon propos ici est de démontrer les implications que l'éducation en tant que droit a pour tous les enfants et de réfléchir sur le fait qu'aujourd'hui, il y a encore un nombre assez élevé d'enfants qui ne vont pas à l'école ou qui l'ont abandonné à cause de plusieurs facteurs ou que le système éducatif a en quelque sorte refusé. Donc, cette réalité nous démontre que l'éducation n'a pas été conçue comme un droit de l'homme et que son effectivité n'a pas été réalisée jusqu'à maintenant. Le droit à l'éducation a une place centrale parmi les droits de l'homme et constitue la clé d'accès aux autres droits. Et en tant que tel, il est à la base de toute politique contre l'exclusion et la pauvreté. Car il est le levier de la cohésion sociale et de l'instauration de la vraie démocratie. Il est un droit à liberté, un droit à responsabilité et un droit à capacité. Donc la violation du droit à l'éducation est une violation de tous les autres droits parce que ignorer les identités des personnes, des groupes, des communautés signifie les priver de la capacité de bâtir leur vie, de tisser des liens sociaux, de vivre leur développement et ces violations sont souvent responsables de la propagation de la pauvreté, de la misère et de la violence. L'éducation est un moyen de combattre la pauvreté, une des causes qui empêche les enfants d'avoir accès aux droits, d'exploiter leurs talents et leur potentiel, de mener une vie meilleure et de transformer la société dans laquelle ils vivent. L'éducation est un droit et n'est pas un besoin, j'ai dit. Et tous les enfants ont le droit égal à l'éducation. Pour cela, il faut rendre les écoles accessibles à tous, même si cela ne suffit pas parce qu'il faut supprimer tous les obstacles économiques, sociaux et culturels qu'il y a et qui, au niveau de la communauté internationale, empêchent aux enfants, très souvent, l'accès à l'école. Mon propos ici est de voir comment, que signifie l'exclusion à l'éducation, qui subit l'exclusion à l'éducation et comment et quand l'exclusion se produit. Et le deuxième aspect, c'est de voir comment on doit changer le paradigme. Donc, quelle est la nouvelle approche pour réaliser le droit à l'éducation.
j'ai dit, quand l'exclusion se produit au niveau de l'éducation, je pense que l'exclusion s'exprime à des moments différents qui ont des effets cumulatifs et qui peuvent contribuer à l'exclusion sociale. Chacun des enfants non scolarisés est la preuve et la victime d'une promesse non tenue. Réaliser cette promesse signifie que la communauté internationale révise ses engagements envers le droit de chaque enfant à l'éducation pour atteindre aussi ceux qui sont exclus en augmentant les possibilités qu'un enfant aille mais reste aussi à l'école. La société actuelle, si on réfléchit bien, crée des nouveaux exclus qui deviennent des personnes vulnérables en fonction des conditions de vie, d'apprentissage et d'éducation. Et la vulnérabilité touche aussi ceux qui sont intégrés dans la société et ceux qui ont un emploi, mais qui ont un profil personnel qui leur permettra de surmonter les conditions défavorables ou de fragilité dans leur dimension professionnelle. Cette vulnérabilité accrue affecte aussi ceux qui étaient auparavant intégrés et qui sont sortis du système éducatif, ceux qui n'ont pas encore commencé leur processus d'insertion sociale et professionnelle, et elle touche même les jeunes qui recherchent leur premier emploi ou qui souhaiteraient poursuivre leurs études après la scolarité obligatoire. Donc on peut comprendre comme l'exclusion génère angoisse, insécurité et arrive à aboutir à l'agression parce que chaque personne ne peut exister que dans sa relation à l'autre, avec lui, avec son aide à devenir lui-même, à garder sa propre identité, à renforcer ses racines, sa culture, sa langue, sa religion et ses droits fondamentaux. L'éducation est une des clés de l'inclusion sociale, parce que éducation et inclusion constituent un cercle vicieux. Deux aspects, on peut dire, d'une même médaille. Parce que si une personne est exclue du tissu social, si elle n'a pas de lien avec les autres membres de la société, si elle est écartée du contexte social, économique et politique, si elle est marginalisée à cause de sa culture méprisée, de son identité violée, elle n'a pas accès à l'éducation et au contraire, si ses droits sont violés et le droit à l'éducation n'est pas effectif, ce type de violation génère automatiquement une exclusion. Cette situation, d'un côté, engendre les disparités à l'intérieur du pays et de l'autre côté, ne fait qu'augmenter les échecs de la généralisation de l'éducation primaire à laquelle les catégories sociales marginalisées et les minorités ethniques ne peuvent pas accéder. En fait, l'exclusion sociale est une réelle violation des droits. Et si une société tolère l'exclusion sociale, n'accorde pas à ses citoyennes les droits de l'homme. En plus, l'exclusion n'intéresse pas seulement l'accès à l'école, mais elle se produit aussi tout au long du processus scolaire dans différents moments qu'on doit bien observer pour identifier et combattre en même temps les phénomènes qui la produisent. Le deuxième aspect, c'est la nouvelle approche, la nouvelle perspective qu'il faut pour respecter et pour rendre effectif le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, à mon avis, nécessite d'une autre approche, c'est-à-dire une approche basée sur les droits de l'homme qui change le paradigme de l'éducation et considère tous les enfants des acteurs du développement. Adopter cette approche signifie voir les enfants comme des êtres libres et considérer un enfant pauvre comme un enfant riche de vie, de capacités, mais aussi d'héritage et du témoignage de cette humanité nouvelle qui est en lui. Il faut se convaincre que chaque enfant a le potentiel fort et aussi fragile pour se redresser et dépasser d'une façon constructive les nombreux défis, agressions et violences que la vie lui réserve. Cette approche change donc l'observation de l'enfant
parce qu'ils deviennent un sujet de savoir, un acteur social, un acteur de sa propre liberté d'expression et d'association, tout en sachant que cette liberté constitue la force éthique des droits de l'homme. Jusqu'à maintenant, l'éducation n'a pas été conçue, à mon avis, ou même pas partout, comme un droit de l'homme. Et jusqu'à maintenant, en éducation, on a utilisé presque toujours une approche basée sur les besoins, qui n'a pas eu un effet direct sur les enfants, parce qu'il s'agit d'une approche qui tente souvent de combler des manques par des réalisations ou des projets conçus par des acteurs externes au milieu, ou par des initiatives mises en place par des ONG, des associations, des réalités différentes de la société civile qui font beaucoup de travail, mais qui sont externes très souvent au processus éducatif. Et tout cela se passe très souvent en dehors du contexte. Si l'on, par exemple, prend comme exemple la lutte contre la pauvreté, l'approche basée sur les besoins n'a pas eu une incidence sur la réduction de la pauvreté. Parce qu'elle n'a pas insisté ni sur la responsabilité des acteurs, ni sur celle des débiteurs de droits. La pauvreté a été conçue comme un vide à combler, tandis que la pauvreté est sans doute et surtout une violation de plusieurs droits interconnectés et donc une privation des capacités. Pour rendre effectif donc le droit à l'éducation, il est nécessaire d'utiliser une approche basée sur les droits de l'homme et non une approche qui se limite à répondre à des besoins. En fait, l'approche fondée sur les droits est assez récente et il demande de bouleverser la perspective. Son objectif est d'assurer à chaque enfant une éducation qui respecte sa dignité et qui favorise son développement. La dignité, on vient de dire, est donc intangible et chaque pouvoir public doit la respecter parce qu'elle constitue le dénominateur commun à chaque personne et en trace un nouveau statut. Préserver et promouvoir la dignité, les capacités et préserver et promouvoir la dignité et le bien-être de la personne humaine et la mettre en relation avec autrui et avec la nature humaine, en relation avec la finalité première de l'éducation. Ces considérations nous montrent que l'éducation est avant tout un droit éthique, parce qu'elle touche la capacité inviolable de la personne et donne la capacité de vivre la relation comme opportunité du développement personnel et social et de voir aussi les personnes comme ressources les unes pour les autres. Poser le principe éthique qui font l'éducation signifie vivre en prenant en compte ce qui signe notre présence humaine, à savoir le souci de nous-mêmes qui inclut le souci de l'autre et le souci de chaque personne et de toutes les personnes. En ce sens, les droits de l'homme se présentent comme une conception générale de l'éthique qui ne se limite pas à légitimer le pluralisme des personnes que les personnes assument, mais la conception éthique veut interpeller et changer la façon de faire communiquer les diversités culturelles et les diversités des conceptions morales et politiques. En partant de cette perspective, l'éducation doit être considérée comme une construction continue de la personne, de son savoir, de ses aptitudes pour sa pleine participation à la vie. Il s'agit donc d'un droit qui renforce les capacités et l'autonomie de la personne à travers à travers le développement de sa créativité, de sa participation aux fonctions économiques, culturelles et sociales. La non-réalisation, c'est la dernière phrase, Alessandra, la non-réalisation de ce droit mortifie et avilit la personne et la fait glisser dans le cercle de la pauvreté.
l'effectivité programmatique du droit à l'éducation pourrait se traduire par la mise en adéquation de la réalité observée sur le terrain au moyen de stratégies pertinentes intégrant toutes les données, y compris macroéconomiques et politiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stefania. Et je passe la parole à Alfred Fernandez. Alfred est le coordinateur de la plateforme des ONG sur les droits à l'éducation auprès des Nations Unies à Genève et directeur de l'Organisation internationale pour les droits à l'éducation et la liberté d'enseignement. Merci, Alfred. Merci beaucoup. Je veux rebondir un petit peu sur le propos de Stefania, parce que j'ai intitulé ça « Une nouvelle approche de l'éducation », l'optique de l'enfant. Quelle est l'optique de l'enfant? Eh bien, je veux parler sur trois choses. La première, c'est l'éducation comme un droit à l'identité, un droit à être humain. Le deuxième, l'approche basée sur le droit de l'homme dans les politiques. Je vais continuer un peu sur ce même sujet. Et puis, le rôle de la société civile dans la mise en œuvre des politiques publiques. Alors, nous approchons l'éducation, nous devrions approcher l'éducation comme un droit à l'humanité, un accès à l'humanité. Tout à l'heure, on a cité des philosophes, je vais citer aussi un philosophe, c'est Kant, qui affirme « L'homme ne peut devenir homme que par l'éducation, il naît, c'est qu'elle le fait. » Sans l'éducation, l'enfant ne pourra développer ses potentialités pour devenir quelqu'un avec une identité propre. Comment définir l'identité? On peut la définir, comme le définit la Déclaration des Frérots sur le droit culturel, comme l'ensemble des références culturelles, la culture, par lequel une personne se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité. L'article 5 de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de l'UNESCO dit ainsi « Toute personne a le droit à une éducation et une formation de qualité qui respecte pleinement son identité culturelle. » La formulation de cette déclaration, en fait, vous permet de voir l'évolution du droit à l'éducation en trois étapes. D'abord, l'éducation est considérée comme un droit social et économique. C'est un droit prestation. C'est la question de l'accès à l'éducation. Ensuite, l'éducation est considérée comme un droit civil et politique. C'est la question de la liberté de choix et de la création d'établissements. Et en troisième lieu, l'éducation, c'est un droit culturel, c'est-à-dire c'est un droit à l'identité de chacun. Il faut ici, effectivement, une juste compréhension de droits culturels, qui ne sont pas simplement de droits à prestation culturelle, mais de droit à être quelqu'un, et non seulement de posséder des biens culturels. Le droit culturel, en fait, constitue l'ensemble de droits dont l'objet est la protection de l'identité, car la culture est le mode d'être de la personne humaine. Donc le droit à l'éducation correspond à ces trois types de droits, mais c'est la dimension culturelle, celle qui justifie les autres. Parce qu'il y a une identité à préserver, une existence proprement humaine qui dépend de l'éducation. C'est pour cela qu'il faut prévoir une prestation étatique et que cette prestation doit respecter les libertés des acteurs, parents, société civile, élèves, enseignants, pour permettre effectivement la libre construction de l'identité de la personne. En tant que droit culturel, l'éducation est surtout l'instrument de l'autodonation de sens, les lieux de l'apprendre à être. C'est ainsi que l'appelait le rapport Delors. Je vous cite un fragment de ce rapport. « L'éducation doit contribuer au développement total de chaque individu, esprit et corps, intelligence, sensibilité, sens esthétique, responsabilité personnelle et spiritualité. Tout être humain doit être mis en mesure, notamment grâce à l'éducation qu'il reçoit dans sa jeunesse,
de se constituer une personne autonome et critique et de forger son propre jugement pour déterminer par lui-même ce qu'il estime devoir faire dans les différentes circonstances de sa vie. Fin des citations. On pourrait citer aussi la Déclaration sur le droit des minorités. Le commentaire dit « L'identité qui est d'ordre essentiellement culturel exige de l'État et de la société dans son ensemble, au-delà de la simple tolérance, une attitude favorable au pluralisme culturel. Les États doivent instaurer un climat propice au développement de cette identité. » Donc le respect de la diversité est indispensable, évidemment, pour permettre à chacun de se forger sa propre identité. La liberté de créer des institutions qui transmettent la culture ne sont en fait que des conséquences du nécessaire respect de la liberté de penser, mais la liberté de penser ne peut pas être garantie sans la liberté de choisir son maître. Je cite Georges Bourdeau. Par ailleurs, le pluralisme, selon la Cour européenne des droits de l'homme, est essentiel pour la préservation de la société démocratique. Et là, je cite une sentence récente de la Cour sur la question éducative. L'approche basée sur le droit de l'homme. Comment? J'ai parlé déjà de l'approche basée sur le droit de l'homme en parlant de cela. Mais selon le Comité des droits économiques et socioculturels, il y a deux qualités pour l'éducation qui doivent être respectées. C'est l'acceptabilité. La forme et le contenu de l'enseignement, y compris les programmes scolaires, doivent être acceptables, pertinents culturellement. Et l'adaptabilité, c'est-à-dire que le système éducatif doit répondre aux besoins des étudiants, des élèves, dans leur propre cadre social et culturel. Selon les normes internationales des droits de l'homme, les politiques publiques doivent respecter, protéger et accomplir le droit de chaque enfant à l'éducation. Traditionnellement, on comprenait les libertés publiques comme ne demandant pas des obligations positives de l'État, notamment des moyens économiques. C'est ainsi qu'on a conçu la liberté d'enseignement dans la Convention européenne des droits de l'homme. Cependant, vous savez que depuis la conférence de Vienne, liberté et droit sont interdépendants. La distinction entre liberté impliquant une action négative de l'État et droit supposant une action positive n'est en fait plus pertinente. Et je dirais que la conception du développement actuel, la conception d'Amartya Sen, dont on a parlé tout à l'heure, va dans la même direction. Car pour lui, le développement n'est pas avoir des moyens économiques. Le développement se comprend non seulement comme mise à disposition de ces moyens économiques, mais surtout comme élargissement des libertés de chaque personne. Et vous savez, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on parle justement comme une des finalités de la Déclaration, l'élargissement dans une plus grande liberté. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme va, par rapport au droit d'éducation, va dans ce même sens. Je ne veux pas citer cela, mais je vous signale une sentence très intéressante qui s'appelle Folguero contre Norvège, paragraphes 98 et 99. Enfin, la société civile. Il existe une longue tradition de coopération de la société civile, mais cette dernière a été souvent taxée de partisane, notamment dans sa composante religieuse, ou considérée simplement comme subsidiaire. La méfiance, en fait, de l'État vis-à-vis de la société civile reflète un abus de pouvoir, mais aussi l'utilisation de l'école comme un instrument de contrôle social ou de construction de l'identité collective. Le système éducatif, ainsi, a été souvent un instrument pour des buts sociaux bien éloignés du développement de la personne, comme l'égalité des chances, comme la mixité ou la cohésion sociale, au lieu de chercher l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais aujourd'hui, la société civile est appelée à la rescousse de l'État. La collaboration avec le pouvoir public doit être redéfinie pour examiner le rôle respectif concernant le financement et la prestation du service. Un pas dans la bonne direction est donné par le cadre d'action éducation 2030 de l'UNESCO,
récemment adopté. Le document affirme ceci: l'éducation est une cause commune qui implique que la formulation et la mise en œuvre de politiques publiques soient un processus inclusif. La société civile, les enseignants, les secteurs privés, les communautés, les familles, les jeunes et les enfants ont tous un rôle important à jouer dans l'exercice du droit à une éducation de qualité. Les organisations de la société civile jouent aussi un rôle essentiel. Elle doit être engagée et impliquée à tous les stades, depuis la planification jusqu'au suivi et l'évaluation, et leur participation doit être institutionnalisée et garantie. Fin des citations. C'est le fameux paragraphe 80 de la déclaration que je vous invite à relire calmement, parce que c'est vraiment un changement dans la perspective des relations entre la société civile et les États. Enfin, repenser l'éducation aujourd'hui implique donc une reformulation du rôle de l'État, comme le souligne le document de l'UNESCO « Repenser l'éducation ». L'idée force de ce document est de faire de l'éducation non seulement un bien public, mais un bien commun. Pour ce faire, donc, les pouvoirs publics doivent renforcer le rôle de la société civile. La bonne gouvernance du système requiert de multiples partenariats et de mécanismes novateurs de participation et la régulation du bien commun qui est l'éducation. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Alfred, aussi pour cet accent sur le bien commun que tu nous as partagé. Et je passe maintenant la parole à Madame Chantal Paysan. Chantal est notre représentante permanente auprès de l'UNESCO et doyen honoraire de l'Institut de psychologie de l'Université, l'Institut catholique de Paris. Merci beaucoup, Chantal. Merci, Alessandra. Tant de choses ce matin déjà ont éveillé notre attention sur ce quart entre droit à l'éducation et les réalités, et tant de processus de violation de ce droit, parfois insidieuses à l'intérieur même du système éducatif, disiez-vous, madame. Quel rôle les ONG peuvent-elles jouer à l'UNESCO ? Dès l'acte constitutif de 1945, l'UNESCO a exprimé la volonté de tisser des liens de coopération avec les organisations de la société civile. La conférence générale de l'UNESCO de novembre 2011 a marqué une nouvelle étape de développement de ce partenariat. On a défini les cadres. Les organisations partenaires peuvent être internationales, régionales, nationales ou locales. Il s'agit, dans tous les cas, d'organisations dont le rôle, la structure, le fonctionnement ont un caractère non gouvernemental, démocratique, à but non lucratif, et dont les activités, bien sûr, s'inscrivent dans le domaine de compétences de l'UNESCO, éducation, la science, la culture, au service de la compréhension entre les peuples, en service d'un monde plus juste, au service de la paix. En tant que partenaires, les ONG contribuent à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de l'UNESCO et à l'organisation de forums internationaux dans le monde. Il y a aujourd'hui à l'UNESCO 195 États membres et près de 400 organisations non gouvernementales, partenaires officiels, dont 24 fondations. On imagine aisément la complexité de cette vaste machine et les crispations éventuelles, comme dans toute grande organisation. Je ne représente le BICE auprès de l'UNESCO que depuis janvier 2017. Et je profite de ce congrès qui nous réunit pour remercier publiquement Olivier Duval, président du BICE, et Alessandra Ola de leur confiance, et pour exprimer ma gratitude à Monique Scherer et Claude Mas qui m'ont précédé dans cette mission et m'y ont initié. Alors, quel rôle peuvent jouer les ONG partenaires de l'UNESCO et quel est l'intérêt de ce partenariat? Au regard de ma toute fraîche expérience, je retiens 3 enjeux.
Premièrement, la veille. Le rôle du veilleur est essentiel. Il ne s'agit sans doute pas tant de guetter les questions émergentes. L'UNESCO, me semble-t-il, n'est pas un organisme de recherche, que de pointer les questions qui peuvent être oubliées, telle réalité humaine risquant de demeurer en marge. L'égalité d'accès des filles et des garçons à l'éducation, l'égalité homme-femme dans la formation continue sont maintenant des principes acquis. Je souligne le mot principe, reste à voir. C'est là le fruit d'un long combat à poursuivre pour la promotion des filles et des femmes. Il en va de même pour l'accès des enfants en situation de handicap à l'éducation, où les associations, et notamment les associations de parents, ont joué et continuent à jouer un rôle déterminant. Ces enjeux sont essentiels. Ils sont soulignés dans les objectifs de développement durable pour l'éducation à l'horizon 2030. Mais peut-on parler d'égalité d'accès à l'éducation sans penser la diversité des rapports à l'école selon les cultures familiales et les situations économiques des familles, sans conduire une réflexion éducative pour les enfants, avec les familles, avec les communautés et les différentes communautés culturelles? Peut-on parler d'éducation de qualité pour tous sans penser toutes les articulations nécessaires entre le système d'éducation formelle et les dispositifs d'éducation non formelle que maintes situations nécessitent d'inventer, notamment pour de jeunes migrants qu'il convient d'accompagner dans la reconstruction de leur avenir, pour les enfants des rues et des bidonvilles, pour des enfants anciens soldats démobilisés, pour tant d'enfants exclus de l'école ou qui n'ont jamais eu l'occasion d'y aller. Juste un tout petit flash dans tant de lieux dans le monde où la question de la survie de la famille est la priorité. Sur une fratrie de 6 ou 8, un sera scolarisé. Et en général, les filles, bien sûr, sont les dernières servies. Peut-on parler d'éducation à la non-violence sans poser la question redoutable de l'éducation et de la formation dans les prisons? Peut-on parler d'éducation à la paix sans que dans l'école, dans la famille, dans les communautés, on éduque au dialogue avec l'autre différent et à la résolution de conflits par la parole plutôt que par les coups? Dans la participation à l'élaboration des programmes UNESCO, je crois que l'apport des organisations non gouvernementales est de veiller à ce que les grands principes rejoignent les réalités et contribuer à donner aux objectifs généraux des contenus déclinables en programmes d'action qui rejoignent les réalités, c'est-à-dire les personnes sur le terrain, pour faire avec eux. Quant à la révolution numérique, pour donner un dernier exemple, elle ne pose pas simplement la question de la maîtrise technologique que les jeunes acquièrent sans nous, ni seulement celle de l'autonomie d'accès à l'information, mais nous le savons, toutes ces questions de vérification des sources, d'interrogation de ce qui se dit là, dans ses fondements, n'est-ce pas, et l'éducation à ne pas confondre ce qui est de l'ordre de la rumeur ou du fait établi. L'éducation, surtout, a une éthique de l'outil dans ses usages. Le rôle du veilleur est de rappeler que le numérique doit être fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat numérique. La veille. Deuxièmement, le faire savoir. Concernant la mise en œuvre des programmes de l'UNESCO, les organisations non gouvernementales partenaires doivent rendre compte auprès de la direction générale de ce qu'elles font en ce sens. Une plateforme a été récemment mise en place pour assurer un meilleur partage, une meilleure visibilité de ces actions sur le terrain. C'est l'occasion de valoriser les actions conduites par les
ONG et leurs propres partenaires sur leurs terrains respectifs. De donner à voir le rôle mobilisateur des organisations de la société civile aux côtés des institutions gouvernementales et, autant que faire se peut, en partenariat avec les États, partenariat à construire. Le faire savoir est un faire valoir. Particulièrement dans le domaine de l'action socio-éducative, les ONG, dans leur grande diversité, ont un patrimoine d'expérience et des capacités d'innovation qui tiennent aux compétences croisées de professionnels et d'universitaires très souvent impliqués dans leurs projets. Articulation en effet de l'expérience et d'un savoir professionnel d'expérience et de recherche en lien avec les terrains. L'affinement des problématiques, les idées émergentes sont là. Les organisations gouvernementales contribuent à les promouvoir. À cet égard, le faire savoir est aussi un faire penser. Partager le sens de ce que l'on fait, c'est montrer ce qu'il est possible de faire, même et surtout dans les contextes particulièrement difficiles. Le faire savoir est un faire penser qui fait agir. La veille, le faire savoir. Troisièmement, et c'est mon dernier point, l'enrichissement mutuel au service d'un développement humain. Le congrès qui nous réunit suffirait à montrer, s'il en était besoin, qu'il n'y a pas d'éducation sans vision de l'homme. L'éducation pour tous est un droit auquel on éduque. L'éducation est la base et la condition d'exercice de tous les droits de l'homme. Elle est fondamentalement un processus de développement humain et spirituel. Nous l'avons tant dit de belle façon ce matin déjà. Sinon, autant parler de formatage. La question de l'humain est centrale. L'éducation à la responsabilité pour soi, l'éducation à la responsabilité avec d'autres, pour d'autres, l'éducation à la notion de bien commun est essentielle. L'éducation pour un monde humainement habitable dans la durée est plus que jamais un enjeu à la fois colossal et incontournable. Il appelle donc de la part des organisations non gouvernementales une réflexion partagée avec les États sur une éthique de la relation de l'homme au monde et une éthique de la relation des hommes entre eux. Donc un ensemencement mutuel des idées, des expériences éducatives dans la confrontation des diversités à l'intérieur des ONG. À cet égard, l'UNESCO m'apparaît d'abord et avant tout comme un espace de rencontre pour des échanges à poursuivre entre des personnes d'expérience et d'engagement portées par le souci de penser et d'agir ensemble dans la coopération internationale. La veille, le faire savoir, l'enrichissement mutuel. En conclusion, je dirais que si machine UNESCO il y a, la machine en question est potentiellement une formidable centrale d'énergie humaine et spirituelle. Nous le savons, le train des résultats sera toujours en retard sur les objectifs visés. Du moins, ces objectifs donnent-ils le cap. La part d'utopie est nécessaire. L'apport des ONG à l'UNESCO est de montrer qu'elle est une utopie créatrice. Lorsque la foi en une éducation pour un monde plus juste, un monde de culture, un monde de paix, de dignité humaine et de responsabilité pour l'autre se traduit en actes. Je vous remercie. J'ai fait court parce que les contraintes horaires étaient impérieuses et je sais qu'il fallait... Merci beaucoup, Chantal. Merci beaucoup. Et merci de votre travail pour le BICE à l'UNESCO. Et maintenant, je vais donner la parole à Monseigneur Vitillo. Monseigneur Robert Vitillo est l'assistant ecclésiastique du BICE et secrétaire général de la Commission internationale catholique des migrations. Donc, la
plus grande institution au sein des ONG d'inspiration catholique qui s'occupe, et ô combien vous pouvez imaginer, il est occupé, Monseigneur Wittil, avec les questions de migration et des réfugiés dans le monde. Et évidemment, les enfants migrants et réfugiés, c'est une population sur laquelle c'est très important qu'aujourd'hui nous réfléchissons à comment leur garantir le droit à l'éducation. So thank you very much. Merci. Je vais changer la langue, donc je parle en anglais. It's a great honor and a privilege to be here, and I want to thank you for all your patience in this morning and listening to our presentations. I will try to make mine more brief. I know that it already has been posted on the website, so you can read more if you are interested. But I'm really very grateful to the organizers, to my colleagues at BICE, for having chosen to include the theme of the right to education for refugee and migrant children, because many times they are forgotten. The populist thinking, the political ideologies, tendencies towards xenophobia, racism, rejection of differences seem to be influencing public discourse and policy related to our treatment to those who come from unfamiliar religious, cultural, and ethnic groups. In this regard, I hope that our discussions this morning will be guided by the challenging wisdom of Pope Francis, and I quote, "Migrants and refugees are not pawns on the chessboard of humanity. They are children, women, and men who leave or who are forced to leave their homes for various reasons, who share a legitimate desire for knowing and having, but above all, for being more." I'd like to go more from the theory of the rights to the way they are applied, because many times we formulate, and I'm one of those at the United Nations who sits and negotiates on language for the rights, but we think then we have the perfect framework, and yet very often those rights are not implemented. We do not give access to the people to enjoy those rights. And that's very much the same situation for migrant and refugee children and their right to education. All of the major conventions and experts much greater than I have already spoken about that, include the right to education and include refugee and migrant children in that right, but many times it doesn't happen. And you could see here the statistics that are reported by the United Nations High Commissioner for Refugees, that refugees are 5 times more likely to be out of school. So they do not get to even to be able to go into school. And here's a little more detail on that. 91% of children around the world attend primary school, but only 50% of refugee children attend primary school. And then it gets even worse when we look at the higher education. In fact, 84% of non-refugee adolescents attend lower secondary school, but only 22% of refugee adolescents have that same opportunity. And at the higher education level, university, just 1% of refugees attend university compared to 34% of young people are able to attend university today. So you see the great difference between talking about the rights and putting them into practice. And then we also have the large number of people, and we know about this, especially we're sensitive to it here in Europe, but this is happening all over the world. The large number of people who are not considered refugees, who do not conform to the official definition of refugee according to the 1951 Geneva Convention. And yet many, many of them are forced from their homes because of failed states, because of persecution that may not be so formal that they could present
present a case and receive the status of refugees, and because of abject poverty and huge injustices in countries. And these, there are many thousands of those forced migrants who are children, and many of them are coming now unaccompanied or separated from their parents or their legal guardians. And they suffer even more the situation of not being given access to education. A study that was done in 2015 by UNESCO offered some examples of the obstacles faced by children, especially migrant children, to enjoy their right of education as well as other basic rights. A survey of migration policies in 28 countries, 14 were considered developed countries, 14 were considered in terms of human development standards, and 14 were considered developing countries with lower human development scores. And that study showed that 40% of the developed countries and more than 50% of the developing countries did not allow children with irregular migration status access to schooling. A huge, huge number of children then, because they do not have a certain piece of paper or because their parents did not first get accepted by a country to migrate there, are not allowed schooling, even though it is considered a basic human right for all children. So I won't go into all of the different regional conventions and things because I think that's already been spoken. But I can tell you the right is well covered, and yet it's not practiced. And now I'd just like to, in my conclusion, would like to, look at some good practices and how sometimes we're able to overcome these obstacles, even though many times the alternatives are not always the high-quality education that we find in schools. So, for example, in Greece, while the government was occupying itself with immediate needs of the migrants arriving on their shores and with registration and examination of claims of asylum or other kinds of status, migrants who had served as teachers in their home countries developed education programs for the children in camps and in urban areas. So at least continuing some education for those children. The key, though, then, is whether that education will be recognized and whether appropriate qualifications will be granted to the children. Another example that was developed between the Australian Catholic University and Jesuit Refugee Services for many of the Burmese refugees who were in the camps in Thailand was that they were able to do distant learning, and they actually received their degrees then based on that distant learning. So you could see that even the quality qualifications are being developed in some places. And these are some examples from my own organization, the International Catholic Migration Commission. We have a very large program in Pakistan, mainly for Afghan refugees, but also refugees coming from other parts of the world who wind up in Pakistan. And we have a safe shelter for refugees who have undergone sexual or gender-based violence there. And we've developed a creative children's education program, a curriculum there, where major subjects like science, geography, maths, history are introduced with different tools like flashcards, innovative models, creative experiments, videos, and documentaries. Then the children are given assignments to bring out their creativity through model making or drawing, storytelling, diagrams of human anatomy, encouraged to share their creative writing in which they express their thoughts in any language. For English, they are learning it as a modern language, and the focus remains on the functional knowledge for the language, because many of these people, the families and the children, will stay in Pakistan, so we're trying to prepare them to be able to enter the job market there.
And the young people are also learning nursery rhymes and other kinds of actions. These are kinds of practical approaches to education that we have to consider, but always remembering the need for the formal education and the accreditation that comes with formal education. I'll conclude with, once again, some words from Pope Francis, and that's that all children must be able to play, study, pray, and grow in their families. This is a harmonic context in love and serenity. This is their right and our duty. A serene childhood allows children to look with confidence towards life and tomorrow. Woe to those who stifle them in their joyful enthusiasm of hope. Thank you very much.